Bonjour et bienvenue à Oloron-Sainte-Marie, Pyrénées-Atlantiques, où nous allons vous faire vivre durant tout le week-end sur nos à la chaîne de tous les sports de Nouvelle-Aquitaine, la 14e édition des 24 heures du mur, un master international d'escalade, 2 jours de compétition intense qui vont voir s'affronter le gratin de la discipline au niveau mondial. À mes côtés pour commenter cette première phase de qualification, Mathilde Becerra. Alors Mathilde, c'est une compétition que vous connaissez par cœur. Vous l'avez gagné à 3 reprises. C'est the place to be. Il faut participer aux 24 heures du mur d'Oloron-Sainte-Marie. Oui, tout à fait. Les 24 heures du mur, c'est vraiment une compétition à part dans le monde de l'escalade. Moi, je dis toujours, c'est ma compétition préférée et j'en ai fait un paquet, hein, je peux le dire. Mais voilà, celle-là, quand on grimpe, on ne peut pas la rater. 250 participants, vous en voyez juste derrière, voilà, hop, qui descend derrière nous, 21 nations, 85 voies, 21 mètres, 18 à 21 mètres de hauteur sur le plus gros mur linéaire de tout le sud-ouest, c'est 35 mètres linéaires. Dans le monde de la grimpe, il faut jouer justement avec ça, monter à 18 mètres, essayer de trouver la difficulté sur une compétition comme celle-là. 24 heures de grimpe. Le format fait qu'on a envie de disputer, de remporter cette compétition-là. C'est un format hors norme. C'est complètement un format tout à fait hors norme de ce qu'on peut trouver des circuits plutôt officiels de Coupe du Monde. Ou, voilà. Là, en fait, ici, on est vraiment sur un format de 24 heures. On peut grimper pendant 24 heures si on a envie. Effectivement, le mur fait 18 mètres de haut. Et en fait, ça va dépendre du chemin, de la couleur des prises du chemin. Et le but, c'est d'aller en haut et d'en faire le plus possible. Ouais, le plus possible. Alors, on a l'impression qu'il y a une phase régulière, c'est-à-dire qu'on monte, on grimpe, on essaie de trouver finalement les difficultés. Les difficultés valent des points. Et plus on fait de difficultés, plus on va marquer des points, plus on va avoir de chances de se qualifier vers la finale, parce qu'il en restera chez les filles et les garçons 8, hein, si je ne me trompe pas en difficulté. C'est tout à fait ça. Voilà. Eh ben on va en profiter, on va commencer justement à rentrer dans le vif du sujet avec, on voit la numéro 23, elle s'appelle Anna Schubert. Alors, expliquez-nous, elle est dans un passage compliqué, facile, c'est une experte d'âme, donc pour elle c'est facile ou pas du tout? Oui, là c'est facile, je la connais bien Anna, on a fait des années ensemble sur les Coupes du Monde. C'est une très très forte grimpeuse et là elle s'échauffe en fait. On peut voir elle est à l'envers, mais vous voyez les prises qu'elle a dans les mains sont relativement grosses. Donc en fait c'est plutôt facile pour un grimpeur expérimenté. Et on voit que, alors Anna Schubert, c'est une famille de grimpeurs, puisque son frère, si je ne me trompe pas, Jacob, a gagné les mondiaux. Donc clairement, le frère et la sœur, la grimpe, c'est une histoire de famille. On les connaît dans le milieu. Ah oui, c'est vraiment un nom très très connu. Et puis même en Autriche, ils sont très doués dans l'escalade. Hein. Ils ont tout ce qu'il faut. Et voilà, là. Alors, position du pied, alors on voit une grosse prise, ça aussi c'est la difficulté et la beauté de l'escalade qu'on va assister, hein, on va voir ça pendant 2 jours, c'est qu'on alterne avec justement des grosses prises, faciles finalement, qui peuvent paraître faciles en tout cas pour le kidam, et des toutes petites prises, des cachous je crois, hein, c'est ça qu'on dit? C'est ça, c'est bien. Ouais, j'ai mon je suis impressionnée. Je suis gardé pour le prochain tour, et ça va être ça la difficulté, parce que on n'a pas énormément de temps pour repérer, pour voir les passages avant de partir, de s'élancer. C'est vrai qu'en fait, on fait tout un petit peu à l'instinct. On peut regarder du bas, savoir grossièrement où on va passer, comment on va placer nos pieds, nos mains. Mais ça se fait tout dans le feeling, dans le mouvement. Les grosses prises, là, comme on peut voir sous son pied gauche, en général sont plus faciles, mais parfois on a des très grosses prises en fait qui sont très difficiles à tenir parce qu'elles sont un peu plates, où la main ne va pas vraiment bien se positionner. Donc voilà. Et puis les petites prises qu'on peut voir en général sont très clairement moins facile à gripper. Ouais, parce que là on voit Anna Schubert, finalement là on a l'impression que ça pourrait être facile, puis elle prend vraiment le temps. Oui. La difficulté, il n'y a pas de chrono, hein. On n'est pas dans une compétition de vitesse comme on peut voir les hommes araignées, les femmes araignées, comme on les voit en ce moment. On est vraiment sur... Il faut prendre son temps, surtout pas confondre vitesse et précipitation pour arriver jusqu'au haut, pour marquer et empocher le maximum de points. Tout à fait. Alors il y a vraiment une nuance très subtile en fait, parce qu'on veut en même temps prendre son temps, ne pas se précipiter, mais parfois si on reste trop longtemps, on se fatigue parce qu'on est quand même suspendu, hein, il faut le dire. Hein. C'est quand même les bras, tout le poids du corps sur les bras. Donc c'est trouver le juste milieu entre
aller vite sans se précipiter, garder une certaine fluidité et une efficacité de l'effort en fait. Alors pas avoir le lactique hein, pour dire, pas faire de lactique. Alors j'ai lu, hein, j'ai pas un peu lu, vous appelez ça avoir les bouteilles, je crois, les bras en bouteille, quelque chose comme ça. Alors il y a plusieurs façons de le dire, le jargon de l'escalade est assez drôle. Hein. Ah, c'est assez marrant. Ouais. Donc on dit avoir les bouteilles, donc c'est vraiment, ça parle, l'expression est assez claire. Sinon on dit aussi être daubé ou être pété. Voilà. Excellent. Alors là, on découvre un nouveau concurrent, le dossard 137. C'est Edwin Gaufre qui grimpe. Alors, pareillement, on va choisir ses voies de difficulté. C'est-à-dire que vous qui avez gagné 3 fois, forcément, vous connaissez ça par cœur. Pour un amateur, ça va être de choisir le plus de voies assez facile où il faut se dire on essaie de monter en gamme le plus possible pour marquer le plus de points. Est-ce qu'il faut être un fin tacticien pour remporter ces 24 heures du mur? Oui. Alors il y a oui et non, parce qu'en fait... Non, là, ça c'est une réponse de Normande, vous n'y avez pas le droit, vous avez utilisé déjà votre premier joker. Il y a une petite nuance sur l'édition des 24 heures du mur, c'est qu'on retient les 5 voies les plus difficiles. D'accord. Donc en fait, même si on en fait beaucoup, c'est pas forcément ça qui va nous permettre de nous qualifier. Le tout, c'est d'en faire beaucoup qui soient durs. Donc en fait, on va commencer, que ce soit amateur ou expert, par s'échauffer, donc aller dans des voies plutôt faciles pour nous et de plus en plus monter en difficulté pour essayer de valider les 5 voies les plus dures qu'on arrive à faire. Alors on va aller voir notre concurrent Dossard 137. Il est dans une voie qui vous paraît, alors moi ça me paraît surréaliste, clairement, mais bon, je suis pas un amateur, c'est même pas le mot, c'est un néophyte de chez néophyte. Pour vous, ce serait une voie un petit peu compliquée parce qu'on a l'impression qu'il doit aller chercher à droite à gauche sur deux modes d'espace différents. Est-ce que c'est une voie compliquée, Mathilde ? Je pense pas qu'elle soit très compliquée pour lui en tout cas. On peut voir qu'il est... Voilà, c'est un expert. Hein. Oui, les mouvements déroulent très bien, il est très à l'aise, posé. Donc dans sa gestuelle, on lit en fait qu'il s'échauffe là. Moi, de ce que je vois, je pense effectivement que c'est une voie de difficulté moyenne qui ne présente pas de difficulté particulière. Maintenant, c'est un expert comme tu l'as dit. Donc, 85 voix. Alors on va parler un peu du maître d'œuvre finalement parce que si je ne me trompe pas, celui qui crée les voix, il est connu dans le milieu international. Aux 24 heures du mur, on ne choisit pas n'importe qui pour se lancer dans la compétition. C'est important justement le maître ouvreur entre guillemets, c'est ce qui fait la différence et le charme de chaque compétition. En Coupe du Monde notamment, hein, vous avez fait X Coupe du Monde, c'est vraiment ce qu'on vient chercher aussi parfois, c'est se confronter à un ouvreur. Tout à fait. L'ouvreur, en fait, c'est vraiment c'est son art en fait qu'il met sur le mur. Donc chaque ouvreur a sa touche. Romain Cabessu, hein, aujourd'hui, pardon, je cherchais le nom de famille. Hein. Romain est un ouvreur vraiment d'exception, moi que j'aime beaucoup son style. Et c'est vrai qu'en fait, ça dépend de chaque grimpeur, de chaque personnalité. Mais on rencontre sur les compétitions en fonction des styles différents et où on sait en voyant le nom des ouvreurs que les voies proposées vont plus ou moins nous convenir aussi. Alors là c'est assez intéressant parce qu'on a une experte, hein, la Roxane Durand, qui est en train de grimper, qui a croisé avec le numéro 300, le dossard 356. Alors là 356, clairement on est chez les amateurs. Alors on va essayer de faire un petit comparatif. Alors, on la sent finalement l'experte plutôt facile, très dans l'étude de la voix, un peu plus dans la puissance et la force pour notre amateur, le dossard numéro 356 que je vais nommer Alexis Imbert. Il y a 2 styles différents. Là, on voit quand même que la sagesse et peut-être l'intelligence de grimpe est du côté de l'experte. Oui, en fait, on voit tout de suite un certain relâchement et une fluidité. C'est-à-dire que tout semble quasiment sans effort pour elle. Et ça témoigne vraiment d'une expérience de gestuelle de l'escalade. Et quand on débute, c'est vrai qu'on est un petit peu plus saccadé. On n'a pas autant confiance en son corps aussi. Donc ça se voit forcément, mais ça vient comme tout avec le temps.
Je crois qu'il y a une expression hein, pour un grimpeur qui monte en force, je crois. Un bourrin. Un bourrin. Voilà, je n'osais pas le dire, je vous le laisse. Voilà, je relance le bébé. Ouais, c'est aussi à ça qu'on voit la différence entre réellement quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui sait grimper et bah justement qui va utiliser plus l'agilité, la souplesse des mouvements plutôt que là. C'est magnifique ce qu'on voit parce qu'on est quand même dans un passage qui est pour nous, amateurs, qui est quand même compliqué. Alors pour vous, vous allez me dire encore que la prise, elle est costaud, elle est forte, il n'y a pas de souci, on peut l'attraper, mais elle est quand même dos vide, et ça a l'air mais hyper simplissime. Bah là, moi, je peux voir par exemple qu'elle est en difficulté en ce moment depuis 2-3 mouvements, alors que peut-être pour toi, tu as l'impression que tout va bien. Ouais. Donc en fait, c'est vrai, souvent, on ne se rend pas compte, quand on ne connaît pas l'escalade, on a l'impression que c'est très facile. Mais en fait, non, il y a des petits signes du corps qui ne trompent pas, des petits tremblements, des petites hésitations sur son visage aussi, on peut voir. La crispation du visage, les yeux, aller chercher, on voit qu'elle cherche la prise. Oui, regarde le pied là qui tremble un petit peu à gauche. Donc voilà, là on sent que ça commence à être un peu difficile, mais malgré tout, quand même un relâchement. Donc bon, bah. Et quand on est dans un passage comme ça où finalement le petit pied gauche là qui tremblote et qu'il faut aller chercher, bah alors, là elle va chercher les prises, elle avance, elle progresse, mais comment justement on arrive à... C'est vraiment le mental là qui doit prendre le dessus en disant relâche-toi, réfléchis, prends ton temps, surtout ne te jette pas, ne balance pas pour aller chercher la prise qui va bien mais qui risque de te faire tomber. Tout à fait, c'est très subtil. En fait, le mental, il peut autant apaiser que venir tout faire foirer en fait. Donc ça vient avec l'expérience et ça dépend de chacun, de la personnalité profonde de chacun aussi. Si on a confiance en soi, on va réussir à s'apaiser, à se calmer. Mais effectivement, c'est un dialogue intérieur qui après se fait d'instinct en fait. Et on l'a vu, alors le petit geste aussi, alors vous appelez ça vous kéké. Allez chercher, oui, non mais là on va dire ce que c'est que l'escalade parce qu'il y a plein de petits termes sympatoches. Kéké, c'est lorsqu'on va aller mettre la main dans le petit sac, voilà, comme à l'instant, pour aller chercher la magnésie, pour ne pas avoir les mains qui glissent. Alors kéké, pourquoi kéké? Ce qu'on appelle ça de la cake en fait, de la magnésie. Excellent, pour faire un gâteau comme de la farine. On dit aussi poffé parce qu'on appelle aussi ça de la pof. Il y a plusieurs noms, ça dépend un peu des régions. Moi personnellement je dis poffé, je dis pas trop kéké, mais voilà, c'est vrai que c'est... Donc il y a des écoles entre poffé et kéké, il va falloir qu'on soit très très précis, c'est compliqué. Et donc là on voit un grand sourire parce que finalement ça a été pas si facile que ça. Bon, c'est les yeux de notre experte, hein. Là mais elle a super bien géré, vraiment. Elle, comme tu disais, elle s'est calmée. On a vu un moment où elle était plus très sûre. Je pense qu'elle a eu peur de tomber, mais elle a réussi jusqu'au bout. Donc ouais, elle peut être contente, c'est clair. Ouais, c'est ça vraiment. Alors on parlait de dialogue intérieur. Pour bien poser les bases, on a un degré de notation, hein. Les voies sont plus ou moins dures. Alors on parlait de 6, 7, 8, 9, oui. A, B, C. Oui. Comment ça fonctionne? C'est vraiment par rapport à la difficulté de la voie qu'on monte, plus on monte vers le 10, finalement, bon 10 ça, pour l'instant ça n'existe pas, mais plus on monte vers la voie, plus on met 9, 7, 8, 9, A, B, C. C'est ça, en fait c'est croissant, ça commence on va dire à peu près au 3, 3, 4 c'est l'équivalent d'une marche en randonnée à peu près, on va dire, des marches d'escalier. Et ensuite ça monte jusqu'au 9C et en fait c'est tout à fait indicatif de la difficulté de la voie. Donc c'est pour donner un ordre de grandeur. Maintenant en fonction des profils, des fois on a un plafond, des fois une inclinaison. C'est quoi un plafond? J'ai dit que j'allais vous embêter. Alors justement, j'ai dit plafond, on n'appelle pas ça comme ça. J'ai essayé de le rendre accessible déjà, mais c'est pas ça. On appelle ça un toit. D'accord. Quand ça se retourne, quand ça fait l'effet d'un plafond, ça s'appelle un toit. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec notre dossard numéro 5, hein, l'experte dame Roxane Durand, qui sur le plafond, sur le toit, était un petit peu en difficulté pour aller chercher l'autre prise. C'est ça. D'accord. Donc en fait, en fonction des profils, les cotations évidemment sont différentes entre une cotation dans un profil plus physique et un autre plus technique. C'est une palette très variée en fait. Donc c'est pour ça que moi j'aime ne pas m'attacher aux cotations, puisque ça dépend aussi évidemment de chaque grimpeur. C'est très subjectif. Alors on voit Benjamin Bouissou à l'antenne, dossard numéro 111. Alors question basique, mais peut-être qu'il va vous paraître idiote.
Est-ce qu'on prend autant de plaisir aujourd'hui? Là, on est sur un mur linéaire 35 mètres, on est dans l'artificiel. Est-ce qu'il y a autant de plaisir d'aller chercher le mur artificiel ou en bloc naturel? On sait que par exemple Fontainebleau est un bloc qui est très très couru pour les grimpeurs. Il y a vraiment du plaisir. Le Pôle France, si je ne me trompe pas, est basé à Fontainebleau. Il y a vraiment une subtilité, une approche totalement différente. Vous qui avez été une très grande compétitrice, 3 fois vainqueur des 24 heures du mur, et maintenant vous êtes plutôt dans le bloc naturel aujourd'hui pour vous faire plaisir. Il y a vraiment une subtilité, des sensations totalement différentes, où ça se rapproche quand même? L'âme est toujours la même, c'est sûr, et elle vient de nous. Ensuite, c'est vrai que ça change entre être en structure artificielle ou en naturel. Maintenant, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas vraiment comparable, parce que tout vient du dépassement de soi et de ce qu'on ressent pendant l'ascension. Donc ça peut parfois, on peut avoir des meilleures sensations en indoor qu'en extérieur. Ça dépend complètement de la sensibilité de chacun. Maintenant, j'aime dire aussi, c'est vrai que quand on est dans la nature, il y a cet élément en plus qui fait qu'on est transcendé, parce que voilà, on est dans un environnement complètement magique, on est en lien avec les éléments, et ça c'est incomparable à l'intérieur. Alors le dossard numéro 364 à l'antenne, Mathieu Lignac du club de Guet-Apens, qui semble lui aussi, alors c'est un amateur. Alors là vous allez me dire oui, vos yeux, il faut encore travailler l'expertise de la grimpe, mais il semble plutôt assez à l'aise. On appelle ça marcher ou randonner. En fait, quand on sent la facilité, vraiment, on dit il randonne. Voilà. Ah ouais, il randonne à 18 mètres au-dessus du sol. Voilà. Tranquille. Alors, pareillement, 85 voies, des voies difficiles. Pour un néophyte, c'est assez compliqué. 23h13 et 37 secondes encore de compétition. On est au tout début. Ça va être encore long. Est-ce que, alors on voit beaucoup de couleurs, les couleurs de prise, ce sont les difficultés de prise, ou c'est par rapport à la voie? Alors là je vais faire un parallèle avec le ski, une verte c'est plutôt facile, une rouge c'est plutôt plus dur, une bleue c'est entre les deux et une noire c'est compliqué. Est-ce que les prises, on différencie la difficulté des prises à prendre par rapport à leur couleur, ou pas du tout? C'est purement de l'esthétisme? Ici c'est purement de l'esthétisme. C'est pour nous aider en fait à savoir quelles prises font partie de notre voie, tout simplement. D'accord, on choisit la voie, donc on doit aller chercher que les prises rouges par exemple. Tout à fait. À l'antenne pour le dossard numéro 131. Tout à fait. Donc on reste, oui, parce que on a l'impression finalement, nous on voit il y a plus de 2000 ou 3000 prises, on se dit mais comment on fait? Donc on choisit, on dit avant au jury, on va prendre cette voie-là, voilà. Et là le jury note par rapport à la capacité de trouver les prises difficiles ou la facilité de monter? Du tout, aucun de ça, rien du tout. En fait, c'est si on arrive en haut, c'est validé, sinon c'est raté. Ah bah au moins c'est clair, il faut arriver en haut, voilà. Sinon c'est raté. Et sinon on n'a pas de points. Sinon on n'a pas de points. Bon, c'est assez ingrat l'escalade quand même, malgré tout. Vous n'êtes pas très sympathique en fait. Au début ça partait bien, et puis finalement plus on avance, plus on se rend compte que c'est assez difficile. On voit par contre le grand sourire. Alors dossard 131 que je vais retrouver, on est 131, on est encore dans les experts. Ça discute, ça sourit, c'est Julien Ferjot de APEM. Là on est clairement dans la préparation de sa voie, où là, il vient de finir, terminer, voilà. Ouais. La phase de préparation avant de parler d'une autre experte dame. Alors Céline Ferjot, sa sœur. Si ce n'est son frère, si c'est lui, c'est donc sa sœur, elle était facile. Voilà. Franchement, on doit vraiment prendre son temps quand on est en bas pour lire, comme on dit, lire une voie. C'est vraiment le basique. On a plein de prises, il faut vraiment trouver sa voie et se dire là, bon, je réfléchis, je visualise et je fais comme une espèce de chorégraphie mentale avant de se lancer. C'est vraiment la base. Tout à fait, ça on le voit beaucoup en compétition officielle. En fait, dès que la voie devient un challenge, pour nous c'est très important de la préparer, mais c'est comme dans tous les sports. Quand c'est une voie d'échauffement, on va pas forcément regarder, on va y aller au feeling, et puis on a assez d'expérience pour trouver à l'instant T qu'est-ce qu'il faut faire. Ouais, et donc on va un peu analyser justement le passage de Céline Ferjot. Alors elle est justement dans un toit. Oui, la même voie où était Roxane, donc on va voir si elle aussi elle se trouve un peu en difficulté ou pas.
Eh ben, on va regarder ça tout de suite et on va laisser l'experte analyser avec précision justement les tout petits détails qui font souvent toute la différence finalement. Oui. Donc là, elle est en train de, on dit, clipper la dégaine. Donc ça, c'est important puisqu'elle assure sa propre sécurité par là. Elle s'est jetée pour aller chercher la prise droite, Oui. main droite, prise jaune, hein, puisqu'on est dans une voie jaune. Donc là, on va... Tout à fait. Et elle a pris un risque que n'avait pas pris Roxane avant, puisqu'elle est allée un peu plus vite. Alors après, ça dépend des styles d'escalade de chacun. Là, c'est vrai qu'en fait, elle a utilisé l'énergie de ses jambes pour aller un peu plus haut. Un jeté, c'est vraiment quand on lâche tous les pieds et qu'on se jette, et c'est plus risqué. Là, C'est une prise de risque énorme, d'accord. là, ça allait encore. Ah ouais, donc là, elle maîtrise et on sent. Elle Alors, maîtrise. on va parler d'allonge. On a l'impression, si on regarde les deux morphotypes, que Roxane est un tout petit peu peut-être plus petite, peut-être plus musclée au point de vue du dos, et que là, on a une athlète, une grimpeuse un peu plus longiligne, donc qui va chercher peut-être plus en allonge. Et ben alors en fait non, elle est plus petite, Céline. Alors là, comme quoi le visu est énorme. Voilà, en fait c'est ça, le style d'escalade aussi témoigne Mais pourtant, elle paraît quand même plus longiligne. plus longiligne, oui, mais elle est plus petite. Mais ça montre bien qu'elle sait utiliser ses atouts du coup. Elle sait en fait, on appelle ça dynamiser d'accord. Au bon moment pour contrer le fait qu'elle n'a pas forcément la longe en termes de taille. Mais ça se voit pas puisqu'elle le fait très bien. Ah oui, parce que je vous promets, là je vais pas jouer les naïfs. À l'œil nu, moi je me suis dit, elle est plus grande, elle a des segments plus grands. Excellent, excellent. Vous voyez, on va apprendre plein de choses pendant 2 jours sur la grimpe. J'espère que nos téléspectateurs sur Noah en profitent. Parce que là, voilà, là c'était très joli parce qu'on a vu 3-4 grimpeurs. Et c'est aussi la spécificité, entre guillemets, de ces 24 heures du mur. On parlera après un petit peu du côté chaud parce qu'il y a une thématique avec des déguisements, etc. C'est l'espace cette année. Mais on voit, ça monte, ça grimpe, amateurs et professionnels qui grimpent au même endroit, dans le même site, au même moment. Ça aussi, c'est vraiment le charme de cette compétition parce que en Coupe du Monde, c'est no way, ça marche pas comme ça. On a que des élites dont c'est quasiment le métier. Enfin, c'est le métier d'ailleurs. Et une compétition comme ça, c'est quand même assez hors norme dans l'esprit. En fait, la compétition des 24 heures du mur, elle retrace vraiment l'histoire de l'escalade et dont les racines sont la convivialité et le partage. Et c'est pour ça qu'on adore tous, même les compétiteurs plus officiels, on adore se retrouver ici parce qu'on retrouve ce qui nous a fait aimer l'escalade aussi au début. Le dossard 151, Pierre Le Cerf du team Petzl. Alors là, Pierre Le Cerf, c'est quelqu'un qui est un peu connu quand même. Oui. Dans le monde de l'escalade, il vient pas de nulle part. On sait qu'il est en équipe de France jeune. Il a 19 ans. Il a déjà, alors on parlait tout à l'heure de difficultés, il a en 2019 réussi à franchir un passage qui est coté 9A. Et là, c'est ce qu'on appelle du lourd, du très lourd. Il a été champion de France en bloc en 2018, Coupe de France en bloc, et il a gagné la TAB. Le TAB en 2019. Cette année, il a été vainqueur du TAB. Donc c'est aussi une compétition qui est plutôt connue, de haut niveau. Oui, tout à fait. Oui, Pierre, il est très doué depuis tout petit. Et il est tombé dedans étant petit aussi. Ah oui, vraiment, ça se voit, on le verra dans sa gestuelle en fait. Mais là, je pense d'ailleurs qu'il fait une voix qui n'est pas facile. Et là, ça se voit, on voit les doigts qui se posent et on se demande comment ça tient. Avec le talon qui prend la prise, c'est impressionnant ça, son pied gauche. En fait, on se sert vraiment de tous les appuis possibles puisqu'on est constamment en train de faire des transferts de poids pour être à la position de moindre effort. Donc là, il poque, il cake, voilà. Voilà, là, il poffe, voilà. C'est important aussi, Mathilde, de prendre justement des moments pour poffer. Ça a l'air fou parce qu'on relâche, on est tenu sur 3 axes finalement, les 2 pieds plus la main, mais c'est important à un moment de se dire, prends ton temps, tu cakes, tu prends de la magnésie pour réanalyser en temps réel la voie
C'est essentiel, vraiment en fait, mais ça encore, ça vient avec le temps, l'expérience, de savoir trouver le moment où on peut temporiser. Et surtout, en fait, souvent c'est la voix qui nous l'impose, parce qu'il y a des endroits où on peut absolument pas s'arrêter, c'est trop difficile. Et parfois des prises qui deviennent un petit peu plus grosses, ou des positions simplement où on se sent mieux, et là où on va pouvoir souffler 2 secondes comme ici là, avant de à l'antenne, repartir. comme à l'antenne, on a l'impression que ce sont des prises pour lui où il est correct, Oui. il est bien Il installé. est plutôt bien. Mais ça c'est essentiel, et en fait sans ça, c'est partie intégrante de l'escalade. On voit Pierre Le Cerf qui se détend le bras droit, le bras gauche. Il délaye. Est-que ça veut dire que c'est un moment où il a besoin de se relâcher parce que c'est un petit peu dans le dur? Tout à fait. En fait, là on voit un petit peu son coude gauche qui commence à monter vers le haut, et on appelle ça avoir les ailes, comme les ailes de poulet. Et ça c'est en fait un signe que les avant-bras sont en train de tétaniser en fait. Ah donc là c'est pour ça en fait qu'il délaye, donc il secoue ses bras pour refaire passer le sang, s'oxygéner. On relâche. Mais on voit quand même que ses coudes commencent à se lever, donc je pense qu'il est pété, comme on dit. Excellent. Mais il a encore suffisamment de réserve pour arriver jusqu'en haut. Et c'est là où on voit que l'entraînement, et on va parler un peu d'entraînement, la préparation physique, pour des voies comme ça, vous voyez, on est sur, on bloque à gauche, on est sur le droit, là, hop, on se relâche. Ça y est, voilà. Et c'est là où c'est pas de la rigolade, on est dans un sport de haut niveau avec une très très grosse préparation physique. On vous voit tous très très affûtés, comme on dit, plutôt avoir un rapport poids-puissance qui est travaillé, c'est pas du hasard. Il y a vraiment un très très gros travail de préparation physique pour monter des voies comme celle verte que vient de franchir Pierre Le Cerf. On peut pas se lancer comme ça au hasard, quoi. C'est pas j'ai décidé, je mets un baudrier, je monte avec un sac de magnésie, quoi. Complètement, c'est comme tous les sports, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que l'escalade particulièrement, en plus d'être un sport très technique, tactique, donc il faut quand même aussi rester lucide, c'est un sport qui est très exigeant physiquement, et donc il va demander une condition physique quasiment parfaite, et en fait le poids le plus léger tout en conservant une certaine puissance. Alors là on a Julia Fieser qui est internationale autrichienne, elle a participé à la Coupe du Monde, elle a été deuxième à la Coupe d'Europe junior. Je vais arrêter avec les morphotypes parce que vous allez me dire qu'elle est encore plus petite que Roxane. On est à peu près du même gabarit avec Julia, oui. Avec, on voit le travail avec les dorsaux, il y a une très très belle musculature, ça se travaille pas. On n'acquiert pas une musculature comme ça sans travailler, quoi. Il y a un travail de musculation. Ça se fait en grimpant en fait. En grimpant, il n'y a pas de travail spécifique, Mathilde? Le travail spécifique va venir plus tard, peut-être si on veut vraiment repousser encore plus loin ses limites. Mais l'escalade déjà d'elle-même nous fait un corps comme ça, parce que c'est les muscles qu'on utilise de toute façon pour grimper. Donc, est-ce qu'il faut avoir, je dirais une bêtise, mais est-ce qu'il faut avoir une souplesse, par exemple une souplesse naturelle? On dit souvent qu'on a un don dans un sport pour être à très haut niveau, mais est-ce qu'il faut avoir une souplesse naturelle, ou finalement ça aussi, à force de travail, à force de passer des voies, aussi de s'entraîner un petit peu à côté, on acquiert cette souplesse, cette laxité pour aller chercher des prises? Tout à l'heure on a vu Pierre Le Cerf qui est quasiment en grand écart latéral pour aller chercher. On voit le passage de Julia Fieser sur le toit, sur le plafond, ça aussi là. Et là on voit qu'elle est peut-être un petit peu un peu en moins recherche. à l'aise que Anna tout à l'heure, elles sont dans la même voie. Mais voilà, ça y est, elle a trouvé sa solution, donc elle est allée crocheter son pied un peu haut comme ça. Sur une prise qui est assez importante. Oui. On peut jouer à aller crocheter son talon sur un cachou, sur une petite prise. On peut, mais là ça devient technique pour le coup. Il faut, voilà. Alors là ça passe, on la voit aller chercher. Avec elle va aller chercher sa main droite sur une prise qui est un peu plus importante, qui lui permet de se rétablir, et là finalement elle a passé la difficulté. Voilà, je pense que la fin est quand même assez fine, où il faut prendre le temps comme a fait Anna, mais elle a déjà passé cette difficulté plus physique, on va dire. Et pour répondre à la question sur la souplesse, effectivement l'escalade induit d'elle-même une souplesse naturelle, mais c'est vrai que si on est déjà souple, c'est vraiment ça aide beaucoup. Là, on sent quand même que notre ouvreur a décidé en tout cas pour les qualifications, d'être assez gentil pour la fin. On a l'impression à l'œil, c'est facile de dire ça, moi je suis assis au-dessus avec vous, on a l'impression que la fin, alors même si pied droit c'est un petit cachot, on voit que c'est la voûte plantaire qui s'accroche et qu'il faut aller chercher.
Est-ce qu'on va justement sur les voies en compétition, vous qui avez connu des Coupes du Monde, on va essayer de mixer pour avoir des passages très compliqués et alterner avec des passages un peu moins durs pour que ce soit quand même faisable, ou à un moment, quand on est du très très haut niveau et que le diable se cache dans les détails, c'est du très très costaud tout le long? Alors c'est du très costaud tout le long, mais ça dépend vraiment des ouvreurs dont on parlait tout à l'heure. Le mieux, le plus agréable, c'est d'avoir des voies qui sont homogènes. Donc en fait que la difficulté soit partout, mais que ça monte un petit peu crescendo. Ça arrive des fois d'avoir d'un coup d'un seul, on appelle ça un pas, un mouvement qui va être très dur. Et là souvent en fait tout le monde tombe là et donc c'est pas très intéressant. Mais c'est le juge de paix quelque part, parce que je sais que l'année dernière par exemple pour les garçons au final il y avait le passage du toit qui était compliqué et ça a fait la sélection. Celui qui passait là il avait quasiment gagné la finale. Oui, mais alors s'il y a personne qui passe, c'est le problème. C'est le risque et c'est pour ça qu'être ouvreur c'est très difficile parce qu'il faut vraiment trouver le juste milieu. Si c'est trop facile ou si c'est trop dur, ça marche pas. Alors là on voit quand même que c'est aussi une compétition, on a vu du public, c'est une compétition aussi qui est extra parce que le public il est quasiment sous les voies. Il peut, alors le public forcément il y a des fanats de la grimpe qui connaissent par cœur, mais on sent que le public il est très très présent. Et ça aussi, je pense que pour vous, en tant que compétiteur, c'est quelque chose qui doit changer aussi un peu des Coupes du Monde où le public est forcément un peu plus loin, quoi. Oui, tout à fait. C'est vraiment là où on retrouve la convivialité. On a l'impression de grimper entre amis, en fait. Et puis bon, on est dans le sud-ouest. Et ça, l'ambiance du sud-ouest, elle est juste énorme. Et on verra pendant les finales que en fait, le public s'enflamme et porte littéralement les grimpeurs. Alors là, on a un nouvel expert. Alors, est-ce que les experts, c'est le dossard 179, hein, si je ne me trompe pas, Sergio Verdasco, un Italien, Sergio Verdasco, est-ce que les experts ont tendance à monter plutôt tôt le matin pour quasiment assurer les grosses voies, se reposer et refaire des voies difficiles? Il y a aussi une gestion de, entre guillemets, de la condition physique, l'état de forme durant ces 24 heures pour aller se dire là je fais une voie difficile, je prends un max 2 points et puis je me repose et je repars sur une voie difficile. Il y a vraiment cette gestion là, vous savez ça par cœur. Alors là c'est vraiment difficile à gérer cette compète. Moi j'ai un peu tout essayé, mais c'est vrai que les experts vont peut-être partir plus tôt le matin, essayer de cumuler un maximum de points pour avoir un peu plus l'esprit tranquille, quitte à revenir demain matin à la fraîche. Après, ça dépend des grimpeurs. Je sais qu'il y en a qui grimpent jusqu'à 4h du mat et qui arrivent à grimper très fort à 4h du mat. Alors je vais préciser quelque chose parce que j'ai dit que Sergio Verdasco était italien. Non, il n'est pas italien, il est espagnol, pardon. Et il est qualifié. Alors si là je me trompe pas par rapport à ce que j'ai lu sur lui, c'est qu'il est déjà qualifié pour les Jeux Olympiques. Il a obtenu la qualification pour les Jeux Olympiques et il a la petite particularité, Sergio Verdasco, de l'équipe d'Espagne, pardon, mais c'était mon cœur d'italien qui parlait. Il a fait l'édition de Ninja Warrior et normalement, si je me trompe pas, alors faudra me dire si je me trompe, mais je crois qu'il a gagné la première édition des Ninja Warrior. Je savais pas. Et donc il a sa petite sœur qui est en compétition aussi cette année, qui a participé également. C'est une histoire de famille. Mais alors j'ai lu sur internet, hein, merci internet, que Sergio Verdasco de l'équipe d'Espagne, pardon, a gagné la première édition de Ninja Warrior. Alors Ninja Warrior pour un grimpeur ça doit être facile, hein. Je dis ça, je dis rien, mais honnêtement, oui, ça donne vraiment des. Pour ça. Oui. Par contre, dans Ninja Warrior, il y a aussi tout un travail de saut, de jambes, et ça, pour le coup, les grimpeurs, on est réputés pour avoir des cannes de poulet. Donc voilà. Les cannes de poulet. Et donc, pour l'instant, Sergio Verdasco, qui a que 23 ans, hein, il est encore jeune finalement oui. Pour la grimpe. Je crois que la maturité arrive on peut arriver un petit peu plus tardivement parce qu'on acquiert de l'expérience. Il a monté en difficulté au maximum un 8B+. Alors 8B+, donc c'est plus que le B forcément. Oui. Ça veut dire qu'on va choisir pour essayer de se challenger, voir si on peut à un moment aller chercher le 9, un 9C ou un 9B ou pas du tout. Il y a vraiment un gap, une marge entre le 8B+, et puis commencer à aller taper un 9. En fait, vraiment, il y a toujours un gap entre chaque cotation. 8B+, en fait, on dit qu'il faut suivre la continuité 8B+, 8C, 8C+, 9A, 9A+, 9B, etc. jusqu'à 9C qui est la voie la plus dure à l'heure d'aujourd'hui. À partir de 8B+, moi je pense que taper dans un 9B c'est peut-être un peu ambitieux, mais pourquoi pas, il faut aller voir et puis on ne sait jamais, hein. Alors dossard numéro 159 à présent à l'antenne.
C'est Marc Morin. Donc qui est expert. On va retourner un petit peu à l'analyse, on en profite, hein, on fait des digressions, mais c'est aussi ça pour découvrir la spécificité de la grimpe sur Noah, la chaîne de tous les sports en Nouvelle-Aquitaine, qui nous permet de vivre ces 24 heures du mur, 14e édition en live. On se donnera rendez-vous tout à l'heure pour du bloc, ça sera un petit peu différent, on vous expliquera tout ça. Hein, il y a 3 disciplines qui vont aller aux Jeux Olympiques: le bloc, la difficulté et la vitesse. Alors la vitesse, c'est très spectaculaire. Les 3 disciplines, c'est vraiment totalement différent aujourd'hui. Alors la vitesse, évidemment, hein, c'est comme le nom l'indique, il faut monter le plus vite possible. C'est impressionnant, c'est exceptionnel. Entre difficulté et bloc, c'est 2 mondes qui se rapprochent, où il y a vraiment une spécificité divergente. La seule différence, en fait, ça va être la hauteur du mur. 4,50 m pour Max, voilà. Je crois, pour le bloc. Donc en fait, c'est assez simple à représenter, c'est-à-dire que la difficulté, on peut dire que c'est une sorte de marathon, et le bloc, ça va être, je sais pas moi, 400 mètres par exemple. Donc c'est plus court et donc plus intense. Alors mais le principe est le même, c'est-à-dire de suivre un parcours et d'arriver en haut. Alors on a du très grand fond, le marathon avec la difficulté, alors peut-être du demi-fond, voilà, avec le bloc, voilà, et ça. On va voir le sprint avec finalement la vitesse. D'accord. Question, ça va peut-être vous agacer, mais alors Jeux Olympiques 2020, la grimpe est aux Jeux Olympiques. Est-ce que c'est une bonne chose? Alors forcément pour la visibilité, ça, il n'y a pas. La réponse est oui. Est-ce que c'est une bonne chose pour votre discipline? C'est que vous êtes contente également, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit risque parce qu'on passe discipline olympique, donc on rentre dans un monde qui va être encore plus professionnalisé? Est-ce que l'escalade ne va pas perdre son âme? C'est compliqué, alors là je vous embête. Hein, c'est vrai, non mais c'est très intéressant. Est-ce qu'on a peur dans votre milieu de justement de ce passage aux Jeux Olympiques à Tokyo? Les esprits sont, enfin, les avis pardon, sont partagés. Effectivement, on a besoin de passer un cap en escalade aujourd'hui, puisque c'est très difficile d'en vivre, et pourtant c'est un sport qui est magnifique et qui demande beaucoup de rigueur et d'investissement. Donc pour ça, ne serait-ce que pour les générations futures, c'est essentiel et c'est une belle avancée. Et puis pour faire découvrir aussi ce sport au monde, parce que c'est vraiment un sport très très intéressant qui a énormément de valeur. Maintenant, c'est vrai que comme tout sport qui devient plus visible, on a peur un petit peu de l'argent et de ce que ça peut faire, et de perdre cette âme de l'escalade qui reste quand même le partage et des valeurs d'amour au final. Moi personnellement, j'ai vraiment foi en l'âme de ce sport, et du coup je pense que c'est une bonne chose, et je pense que même si ça change quelques éléments, dans tous les cas ce sera une évolution. Évoluer. Alors là on a à l'antenne, parce que ça aussi c'est la spécificité, le dossard 23 c'est 23, ce me semble, hein, j'avais vu, oui voilà 23, c'est encore Anna Schubert finalement qui revient. Elle a décidé d'enchaîner. Alors en prenant quand même peut-être le risque aussi de se fatiguer un peu plus vite. C'est vraiment alors, on en est dans la gestion, parce que tout à l'heure je vous posais la question comment on gère. Elle, Anna Schubert, elle a décidé d'enchaîner les voies pour peut-être pouvoir se reposer peut-être plus longtemps demain matin. Non mais là elle a récupéré depuis tout à l'heure. Ah. Alors en fait, c'est un effort de 18 mètres de long qui dure à peu près combien de temps Là il faut compter peut-être 6 minutes. 6 minutes 6 minutes. Non, elle a récupéré vraiment à ce niveau-là. En fait, 10 minutes de repos c'est suffisant. Hein. Oui, oui. Ah oui. Ah, allez, on peut aller jusqu'à 15-20 si vraiment on s'est mis les bouteilles. Mais non, là elle est en train de peaufiner son échauffement, ça se voit. Je pense que d'ici peu elle va essayer vraiment des voies plus difficiles pour elle, mais ça suit son cours, elle est bien. Elle a l'air bien, là elle touche et puis elle redescend. Qui part l'athlète qui grimpe? C'est des binômes, c'est un copain, parce que là je vois que c'était à vue d'œil, on a l'impression quand même que c'est une compétitrice qui... Elles sont copines, elles sont toutes les deux de l'équipe autrichienne, Julia et Anna, elles se connaissent bien. Donc ça dépend, c'est très important le binôme. Ensuite ici il y a tellement de monde qu'on peut grimper un peu avec tout le monde, et c'est ça aussi qui est chouette, c'est de partager avec d'autres personnes. On voit le plan large, la 22h51 et 52 secondes encore de compétition. Ouais, on voit là, voilà, il y a du monde, et on choisit, c'est pas par exemple le coach qui va parer pour un moment donner des conseils. On a le droit de donner des conseils pendant le passage de la voie. Ici on fait ce qu'on veut, c'est ça qui est génial. On fait ce qu'on veut. Bon,
Non mais et en compétition officielle, non, c'est vraiment l'athlète qui est tout seul ou pas du tout? C'est l'athlète qui est tout seul, il y a des assureurs qui sont là, qui sont membres de l'organisation, donc c'est vraiment beaucoup plus officiel. Edwin Gaufre du SAGC qui lui aussi s'est lancé dans sa voie, qui cherche un peu, qui délègue, hein, alors moi je vais dire voilà, qui détend, qui relâche les muscles pour continuer sa voie. Pareil, hein, Gaufre, c'est pas forcément un inconnu hein, dans le milieu. Chez les experts, avec cette annonce des Jeux Olympiques, est-ce que justement on va essayer plutôt de multiplier les confrontations, les compétitions pour se qualifier pour les Jeux? Ça va être une qualification qui va être comme beaucoup de sports au ranking, où va y avoir des tournois de qualification olympique, des TQO comme on dit, pour pouvoir se qualifier. Ça va être des championnats de France, etc. C'est ça. C'est pareil, il y a des TQO, donc c'est sur plusieurs étapes en fait, et aussi le classement mondial a joué. En fait, il y avait plusieurs éléments, c'est assez complexe, mais la saison est assez bien fournie pour se préparer dans tous les cas à ces compétitions sélectives. Maintenant, c'est vrai que les 24 heures du mur, c'est pas forcément ce qu'on conseillerait si juste avant, par exemple, un tour de qualification pour les Jeux. Oui, 24 heures, c'est un peu compliqué. Et puis la soirée après aussi. Alors ça, les âmes sensibles, s'abstenir. On doit justement, bon, on est toujours dans l'analyse avec ce concurrent. On sent qu'il est plutôt à l'aise ou là il me fait peur. Alors là on voit qu'il bloque son genou contre le volume jaune. Parce qu'en fait, ça lui permet d'enlever un poids et donc de pouvoir se reposer un peu plus. C'est pour Edwin, c'est un signe de bien-être ou un signe il a besoin de se reposer parce qu'il est un petit peu dans le dur pour passer la difficulté? Je pense que ça commence à chauffer un petit peu, mais voilà, là on sent qu'il a retrouvé son souffle. En fait, souvent on voit que quand on commence à se reposer, on est un petit peu agité, on a mal au bras, et puis au bout de peut-être 10 secondes, on sent le relâchement à nouveau. Et là, on se prépare à repartir comme il fait. Et là, il met du rythme, on sent l'intention, et je pense qu'il va se battre jusqu'en haut. Ouais, parce que là il est dans une voie, donc il est dans des prises vertes, donc il est dans une voie un peu plutôt difficile. Est-ce que j'ai pas repéré si c'était la même que Pierre Le Cerf tout à l'heure? On est dans le même passage. On va voir d'ailleurs s'il va prendre le temps comme Pierre Le Cerf de se poser un petit peu. Ah, on a l'impression qu'il a envie d'enchaîner. Il s'est reposé un petit peu avant. Et vous Mathilde d'ailleurs, parce que vous me disiez j'aime cette compétition. Alors vous faites quoi ce week-end? Ah, moi je vais faire la compète. Donc là, je vous ai pris 1 heure sur votre compétition. Oui. On vous a pris 1 heure. Donc, alors, comment vous allez gérer? Tiens, parlons concrètement. Vous allez gérer une fois qu'on a terminé le direct, hein, 11h30, dans 18 minutes. Vous allez rentrer dans votre bulle, vous préparer, vous échauffer et vous allez choisir des voies pour marquer le plus de points pour vous qualifier pour la suite. Voilà, exactement. Ça a l'air simple, ça a l'air facile. C'est ça. Et je vais faire comme Anna et Julia. Donc je vais essayer de faire un maximum de voies ce matin, enfin cet après-midi, pour m'économiser aussi pour demain. Eh ben, ça a l'air simple. Attention, hein, on a les caméras pointées sur vous. Je vous mets pas la pression, mais quand même un peu. Oui, et puis maintenant, on a vu aussi tous les passages un peu plus faciles. Donc, si je tombe... ok. Question. Alors, sur justement le fait, vous êtes consultante. Vous regardez les voies. Est-ce que un petit peu en arrière-plan pour vous, vous en profitez pour justement, là je vous vois avec le regard très très concentré, affûté, vous en profitez justement pour analyser, pour regarder les voies et vous dire, analyser déjà vos passages ou ça a déjà été fait? Oui, ça se fait tout seul. Là, je vois en fait, en regardant un petit peu, je vois déjà. Une place privilégiée. Oui, on est un peu au-dessus. Ah oui, pour on est tout bien vous dire, placé. on est bien là. Hein. On est super bien. Ouais, et donc là, ça vous permet vraiment de... Parce que pour moi, toutes les prises se ressemblent évidemment, même si je vois, on voit la différence entre les grosses prises et puis les petits cachous, mais vous, ça vous permet de voir vraiment des passages qui peuvent être un peu compliqués, qu'il faudra passer de telle façon ou telle façon. Oui, alors sans trop de détails non plus, mais ça me permet déjà... Non, ne dévoilez rien pour les autres concurrentes. De me donner une idée des difficultés et des voies qui m'attirent, certaines voies qui m'attirent plus que d'autres. Oui, il y a des voies et des difficultés
par rapport à votre sensibilité ou votre façon de grimper que vous allez préférer et vous allez éviter, entre guillemets, éviter une voie, même si elle est à gros coefficient de points, plutôt parce que vous dites là, je le sens moyen. En fait, la lecture de voie nous permet aussi de déceler un petit peu les difficultés, et notamment par rapport au visuel des prises, parce qu'on les connaît, ces prises en général. Moi, je sais que je préfère les petites prises où je vais vraiment utiliser la force des doigts. Les grosses prises qui seront un peu plates comme ça, je sais que c'est moins mon style, donc je vais moins aller vers ça naturellement. Donc on choisit. Attraper avec le bout du doigt, c'est pareil. Alors qu'on voit Florent Dina à l'antenne, le dossard 334, attraper justement, voilà, là sur la main gauche, attraper là il est plutôt sur une grosse prise, mais attraper du bout des doigts, ça aussi, il y a un terme particulier, je crois. Arqué. Arqué, hein. Alors c'est comme, voilà, c'est comme un arc de cercle, on s'accroche. C'est ça. Mais ça aussi, est-ce qu'on travaille spécifiquement, parce que on a un peu de force dans les doigts, tous, hein, la pince, voilà, mais est-ce qu'on va travailler fort pour justement avoir une puissance dans les doigts particulière? Alors ça, encore une fois, ça dépend des grimpeurs. Moi, j'ai eu ça depuis que j'ai commencé l'escalade. J'avais cette force un petit peu naturellement, c'est venu tout seul. Maintenant, évidemment, on peut le travailler. Si c'est une lacune, c'est comme tout. Alors on a vu avec on regarde bien, on voit la concentration, on regarde bien les voies. On avait le dossard 108 à côté du 334, ils sont croisés. Le dossard 108, c'est Florian Besson de la Dégaine Escalade des Montagnes. Et je regardais justement, pendant que vous parliez des prises, voilà, on le voit à l'antenne, le dossard 108 Florian Besson. Je regardais vos mains, justement vos doigts. Les ongles sont pas longs, hein. On peut pas avoir des ongles longs. Voilà, faut vraiment le détail. On peut forcément pas avoir des ongles longs parce que c'est pas possible. Ah non, c'est impossible. Alors déjà, c'est très désagréable, et puis surtout, on s'arracherait les ongles tout le temps. Et puis on n'a pas les mains douces, hein. C'est vrai qu'on a de la corne. On a de la corne en fait. La peau s'adapte, hein, forcément. Ouais, mais c'est important. Alors voilà, on va dire c'est moins féminin, mais forcément la corne, ça fait partie de l'escalade. Il faut avoir de la corne pour s'accrocher. La peau se tanne. Oui, avec le. C'est une chose aussi à laquelle. Alors vos mains, c'est forcément votre outil de travail. Oui. C'est vraiment un entretien particulier que vous allez avoir sur vos mains pour le protéger, comme les pieds, parce que comme les muscles, parce que il faut faire attention à pas se blesser, à bien entretenir la peau pour pas avoir de soucis. C'est vrai que c'est mieux de s'occuper. On est dans le moment beauté. Voilà, c'est vrai que c'est mieux d'entretenir sa peau. En fait, on veut quand même conserver cette corne qui nous sert bien. Maintenant, il y a des fissures qui peuvent apparaître, ce genre de choses. Et là, par contre, quand ça s'ouvre et que ça met à saigner, on peut plus grimper. Donc, c'est bien d'avoir quand même un geste préventif assez régulièrement, mettre de la crème, limer, etc. Moi, je le fais pas. Donc, par exemple. Bravo. Mais cela dit, quand on grimpe en intérieur, on a moins ce problème puisque les prises sont quand même plutôt, on va dire, plus rondes qu'en extérieur, où on retrouve vraiment des lames, parfois des lames de rasoir sur le rocher. C'est naturel. Qui nous ouvrent les doigts. Voilà. Alors Samuel Guilbault à l'antenne de SAR 141 qu'on voit là, voilà, à l'antenne, qui est Samuel Guilbault. Il y a sûrement deux frangins, parce qu'il y a Maxime et Samuel, Dossard 140 et 141. 141 pour l'instant, c'est Samuel qui est au grimpeur des Sables, le club qui semble aller chercher. Là c'est vraiment une grosse prise. Alors je vais pas donner le nom, le surnom à l'antenne, c'est un bip. et c'est vraiment ça, c'est vraiment un avantage, une grosse prise comme ça, où finalement, parce qu'on voit qu'on a l'impression qu'on peut glisser, et pourtant ça a l'air rassurant. Alors, en fait, il faut se méfier, parce que parfois, ces grosses prises, on a l'impression que plus elles sont grosses, meilleures elles sont, mais c'est faux. C'est vraiment tout dans comment la main va se positionner dessus, et si la forme de la prise aide à se tracter, en fait. Donc, si on arrive à avoir la main qui se ferme un petit peu dessus, c'est là où c'est la meilleure. Oui, mais par contre, bon, les deux prises, on en voit une qui est quand même légèrement en diagonale, qui permet de mieux s'accrocher. Oui. Et peut-être ce qu'a fait Samuel Guilbault, d'aller chercher pour crocheter talon droit sur l'autre prise, et puis finalement passer sans trop de difficulté, on va dire, en tout cas à l'image, la prise. Là, on voit le coude. Alors vous disiez tout à l'heure qu'il remonte un peu, il commence, voilà, et puis on voit le visage, il cherche.
c'est une voie. On a le droit donc de s'accrocher au mur comme ça? On a le droit puisqu'il n'est pas marqué d'un scotch noir, donc on peut s'en servir. Scotch noir interdit, on n'a pas le droit de s'appuyer, d'aller chercher pour s'aider. C'est ça. D'accord. Et ben voilà, comme ça on a encore appris quelque chose. Alors sur les 24 heures du mur pour l'instant, à vue d'œil. Voilà, on l'a perdu du coup. On l'a perdu. Alors, on tombe, ça aussi, tomber, il y a plusieurs termes dans le lexique où on... Là, je vous embête. Hein. On dit, non, on dit tomber, on dit aussi se la coller. Se la coller ou se vautrer, des choses comme ça. Oui, on dit, non, je suis tombée ou je me la suis collée. On dit. Je me la suis collée. Bon, bah voilà, merci à Samuel qui nous a enfin donné un exemple parce que depuis tout à l'heure, tout le monde réussit. C'est vrai. Ça a l'air trop facile, votre 24 heures du mur. Mais c'est parce que ça commence doucement, On commence doucement mais sûrement et puis on enchaîne avec le dossard 123, Valentin Decarnet de Rock Altitude. Il y a des régions qui sont plus ou moins fanats de grimpe. Alors c'est étonnant parce qu'on dit Fontainebleau, mais Fontainebleau, pour ceux qui connaissent Fontainebleau, il y a énormément de rochers, pas forcément très très haut finalement. Non, c'est du bloc. C'est du bloc et dans la forêt de Fontainebleau, si vous baladez, en fait, vous pouvez grimper quasiment partout. Oui, tout à fait. Il y a des régions qui sont très riches en rochers. Après, en fonction, c'est pas le même style d'escalade. C'est vrai que la région, par exemple, Rhône-Alpes, qui est dans les Alpes, évidemment, a vraiment beaucoup de forts grimpeurs. Plus on s'approche des Pyrénées aussi, c'est la même chose. Et Fontainebleau, c'est plutôt le bloc, donc c'est encore une approche différente. Mais c'est clair que certaines villes ressortent plus que d'autres. Pourquoi les grimpeurs aiment Fontainebleau? C'est parce qu'on trouve comme vous diriez, de la randonnée à des voies compliquées, ou c'est vraiment parce qu'il y a une diversité sur le même site? C'est ça, il y a une diversité sur le même site et puis Fontainebleau a quand même une histoire particulière. C'est qu'en fait à l'époque où l'escalade émergeait, les alpinistes pour s'entraîner pour leur sommet venaient s'entraîner sur le caillou de Fontainebleau. C'est en région parisienne, hein, c'est pas loin de Paris. Hein. Non mais c'est vrai que c'est assez étrange, mais c'est vrai que du coup Fontainebleau est assez chargé d'histoire. Une histoire de l'escalade, hein, de grimper, mais c'est assez étonnant parce qu'on se dit ouais, Fontainebleau, pour ceux qui connaissent Fontainebleau, comme moi parce que voilà, je suis né pas loin, et ben on se dit mais oui, pourquoi ce serait le Pôle France, pourquoi ce serait, et en fait il y a, voilà, comme vous le dites Mathilde, toute une histoire et l'escalade qui se développe, on voit quand même un peu plus à la télé, hein, parce que pas forcément au départ pour les JO, on a eu peut-être les X Games ont permis aussi de faire découvrir un sport oui. Qu'on disait peut-être underground parce que finalement un François Legrand, sans lui faire offense, qui est quand même, je pense, très connu, hein, qui est un des grimpeurs français le plus titré. Oui. Hors escalade, on a du mal à savoir qui c'est. Oui, complètement. En fait, l'escalade, c'est vraiment un mode de vie à part entière. Donc oui, et puis effectivement François en plus un vrai passionné. Oui, c'est un vrai passionné et puis qui a gagné quasiment tout ce qui se fait, tout ce qui se fait en escalade. Hein. Bon, il a 49 ans, oui. Exactement. Il est le premier Français à avoir passé un niveau 9A. Si je ne me trompe pas. Et alors sa réputation, c'est qu'il est analytique, séquencé et minutieux. Ça fait beaucoup de qualité, je pense, pour la grimpe. Tout à fait. Et puis son palmarès facile, c'est 5 Coupes du Monde, 3 fois champion du monde, 1 fois champion d'Europe et 4 fois vainqueur du Master Rock. Alors le Master Rock, c'est un petit peu la mecque de la grimpe. Ça a l'air une compétition très importante. Ici, c'est The Place to Be, puis il y a The Master Rock. Voilà, c'est ça. C'est des compétitions un petit peu à part, mais qui sont très connues. Et surtout, on dit l'Arco Rockmaster, mais c'est pas grave, on avait compris. Voilà, tous les grimpeurs sont en train de dire « Ouh, il connaît rien, ouh !» En fait, les Rockmasters sont des compétitions emblématiques, puisqu'elles datent et elles sont toujours d'actualité. Et elles ont commencé au tout départ des compétitions d'escalade. Alors là, c'est sympa parce qu'on voit justement deux dossards, deux concurrents en même temps. Nao, mon choix du club de Entretemps, le dossard 157, et puis à ses côtés Aléos Loïc, et là hop, il a glissé. Alors Nao, je le connais très bien du coup puisqu'il est en équipe de France aussi. Il vient de, on a vu c'est un expert, hein. Tout à fait.
Il est déguisé, mais c'est un expert. Allez, il est déguisé. On a vu son pied à glisser, on appelle ça zipper du pied. Donc c'est quand en fait on met pas assez de poids sur la pointe du pied et donc naturellement ça glisse quoi. On va en profiter. Est-ce que Nao justement, alors qu'a zippé malencontreusement qui fait coucou, est-ce qu'il a le droit de repartir ou c'est un seul essai? Non, c'est un seul essai. Il pourra repartir. Il a jusqu'à 3 essais par voie. Mais cela dit, maintenant, il a passé son tour, donc il faut qu'il attende à nouveau pour refaire. Alors que du côté justement de l'amateur, hein, de Loïc Aléos, d'une ASPTT. Alors j'ai pas quel ASPTT malheureusement. Loïc Aléos, et ben lui il prend son temps et finalement bon, je pense que peut-être vous allez me dire, mais vous allez le voir tout de suite vous à l'œil nu que la voie est peut-être un peu moins dure ou pas du tout. Non, c'est pas comparable. C'est pas comparable. Non, c'est bon. pas le même. Vous pouvez me dire de me taire. Hein. Non, mais c'est. Je me vexerai pas, je n'irai pas non plus. Non, la voie dans laquelle Nao a glissé, on peut voir d'entrée de jeu que c'est très technique et beaucoup plus difficile. C'est tout, voilà, on en parlait dès le départ. En plus, on avait voilà, le gros logo 24 heures des murs. C'est vraiment la qualité et la spécificité des 24 heures du mur. On a un amateur à côté d'un expert, membre de l'équipe de France, en même temps sur des voies qui n'ont rien à voir finalement, mais qui permettent à chacun, comme là, encore une fois, à l'antenne de féminine. Alors là, pour l'instant, je suis désolé, je ne vois pas encore. On va les citer dès qu'on aura un plan un tout petit peu plus serré pour voir les numéros de Dossard avec le 25 pour l'experte dame qui alors ça aussi on voit beaucoup finalement souvent le 25 c'est pour notre expert dame. Je vais essayer de la retrouver. On voit beaucoup souvent ce mouvement, on attrape la corde avec les dents pour pouvoir après la clipser. C'est ça aussi, c'est important. La clipper. Clipser, j'ai dit clipper. Oui. Clipper. C'était proche. J'étais prêt. Faut que je revérifie mon petit lexique du parfait. Non mais c'est très bien jusque là quand même. Waouh. Attendez. Compliment d'une triple gagnante des 24 heures du mur. Arrêtez, vous allez me faire rougir. Franchement, bon vocabulaire. C'est vraiment. Non, mais il est là, je l'ai à côté. Hein. Mais quoi qu'il en soit. Et donc là, on sent, oui, c'est important. Pourquoi on va c'est pour faciliter, c'est un titre, c'est un réflexe de l'attraper avec les dents, entre guillemets, la mettre entre les dents avant d'aller l'accrocher, de la clipper. Oui, en fait, ça nous permet de garder le mou qu'on aura pris dans la bouche pour pouvoir tirer suffisamment de longueur en fait. Alors je cherche depuis tout à l'heure, pour tout vous avouer, je cherche le numéro de Dossard et en fait sur les experts dames, eh bien je n'ai pas le 25, moi ça s'arrête au 24 et donc je chercherai parce que bon c'est embêtant quand même de ne pas avoir le nom de la jeune femme qui est en train de grimper et qui est dans un passage. Alors pour vous, vous l'analysez comment ce passage, Mathilde? C'est compliqué ou elle s'en sort plutôt bien? Elle s'en sort bien, il y a un petit peu de tremblement mais elle a l'air de plutôt gérer, les prises sont assez correctes. Je pense que c'est une voie moyenne pour elle. Ouais, elle est encore, on est à une bonne heure et demie là déjà de compétition. Elle est encore on peut dire encore dans l'échauffement. Elle doit être sur la fin d'échauffement, je pense. Ouais. Alors il nous reste 2 minutes, hein, je crois, pour le premier direct. Hein. On va en profiter encore et toujours. Mathilde, vous, encore 2 minutes. Après, on coupe. On se met à jouer à votre regard. Vous me regardez, quelle question va-t-il me poser? Après, on coupe complètement. On a besoin d'un... Là, je vous ai fait faire un exercice un peu compliqué, différent de ce que vous faites d'habitude. Vous allez avoir besoin de combien de temps pour vous mettre dans votre bulle et partir pour votre échauffement? J'ai pas vraiment besoin de temps en fait. Moi là ça fait 1 heure que je regarde le mur, je suis prête, là j'en peux plus. Non effectivement si c'était une compétition plus officielle j'aurais besoin d'un bon petit moment pour me remettre dedans. Ouais, on a là clairement
on a profité de votre expertise. Ouais, voilà, ça vous, alors rassurez-nous, on vous a pas coupé dans votre préparation? Du tout. Au contraire, ça m'a donné encore plus envie d'y aller, de grimper. Ça c'est génial. Alors on va profiter, hein, je vous rappelle, on a passé une première heure, on était dans la qualification des difficultés tout à l'heure. Rendez-vous cet après-midi pour justement la suite de la compétition. On aura le bloc, ce sera le semi-fond, le demi-fond comme on a dit tout à l'heure. Un grand merci, vraiment merci avec à vous Mathilde d'avoir accepté cette invitation. On se donne rendez-vous cet après-midi. Je vous rappelle, on est 2 jours sur les 24 heures du mur à Oloron, Sainte-Marie. À tout à l'heure. Bye bye. Bye. Allez, on peut la